Bonjour et bienvenue sur Comics Code pour le 87e épisode d'une semaine en comics, un épisode dans lequel on va parler, comme d'habitude, des principales sorties de la semaine. Bon, c'était pas une semaine avec un grand nombre de sorties, notamment parce que, on n'a rien eu de neuf du côté d'Urban, mais, on a quand même eu droit à quelques jolies choses, à commencer chez Delcourt par le 5e et dernier tome de l'intégrale The Goon d'Eric Powell. Dernier tome, alors en tout cas pour l'instant, et disons que c'est celui qui achève de republier dans ce format tout ce qui était paru précédemment en album chez Delcourt. Alors je vais aller très vite sur ce tome parce que en fait je suis en train de relire toute la série depuis le début, avec l'idée de préparer quelque chose pour la chaîne dans les prochaines semaines. Alors bon, quand j'ai ce genre de projet, en général une fois sur deux je vais pas au bout, ou alors je remets ça plus tard, mais bon, on verra bien. En attendant, au sommaire de ce 5e tome, on a donc les 3 derniers épisodes de la série régulière, les numéros 42 à 44, plus ce qui devait être à l'origine le numéro 45, mais qui est finalement paru comme un one-shot intitulé One for the Road. Et puis ensuite on a 2 mini-séries en 4 numéros, mais qui forment en fait un long récit complet, Occasion of Revenge et Once Upon a Hard Time. Alors, j'ai pas les premières éditions Delcourt, mais il me semble qu'en fait, ces 2 mini avaient été réunis dans un seul volume, le dernier de la série d'ailleurs, le tome 13, qui était intitulé Malchance, impair et manque. Si jamais je me gourre, dans ce cas, n'hésitez pas à le signaler dans les commentaires. Ensuite, faut que je fasse une avancée rapide. Voilà, on a un court récit, la soirée underground du colonel Nosferatu. Alors ça, c'est quelque chose qui était paru aux États-Unis dans le Free Comic Book Day de Dark Horse en 2015. Mais en fait, là, on a une version qui est un petit peu plus longue, qui doit faire 3 pages de plus. Et là, par contre, j'ai pas trouvé où c'était paru dans ce format. Si quelqu'un a l'info, ça m'intéresse. Et puis, dans la dernière partie de cette intégrale, on a la mini-série The Goon Noir, qui est en fait une mini plus ancienne que les autres titres au sommaire. Elle date de 2006, et en fait, il s'agit d'une anthologie où d'autres artistes et d'autres scénaristes qu'Eric Powell s'essayent au personnage et à son univers. Et on a quand même du très très beau monde au programme, genre ici Kevin Nolan. Un petit peu plus loin, on a Humberto Ramos, et qui du coup s'essaye un style quand même très différent de celui qu'on lui connaît. Tony Moore, le co-créateur de Walking Dead. On a du... où est-ce que c'est ? On a du Bill Morrison. On a... Bill Morrison, c'est là. Qu'est-ce qu'on a encore ? On a du Mike Ploug. On a du Hilary Barta. Et puis, alors, sur la fin, on a quand même... voilà, quelques pages dessinées par Eric Powell. Et puis, on a encore un dernier récit qui, cette fois, est dessiné par Mark Buckingham. Mais, là, vraiment dans un style très différent que de son style habituel. Et puis, pour terminer cette intégrale, on a environ une petite 40aine de pages de bonus divers et variés, essentiellement des travaux préparatoires d'Eric Powell. Et on a fait le tour. Alors,
on a fait le tour très très vite, mais encore une fois, je compte bien y revenir le plus tôt possible, mais certainement pas avant quelques semaines. En attendant, cette intégrale, volume 5, elle fait 448 pages, format 19 par 28 cm. Elle est traduite par Nick Mailander et elle est vendue 45 €. Mon autre achat de la semaine, c'est le tome 4 de Conan le Barbare, de Jim Zub, et pour ce tome, Doug Braithwaite qui signait déjà le tome 2 de la série. Alors ce tome 4, il s'appelle Une fois transi, qui est une traduction franchement pas inspirée du titre original, Frozen Faith. Mais bon, alors, je rassure tout de suite, la traduction du récit qui est signée Corinne Davier, elle vaut nettement mieux que ce titre. Alors, pour le lire très vite, ce tome 4, c'est une adaptation de la nouvelle de Robert Howard, La fille du géant de gel. Et alors, La fille du géant de gel, c'est le tout premier texte écrit par Robert Howard qui mettait en scène Conan, et c'est un titre qu'il a écrit en 1932. Alors, si on veut être précis, en fait, avant celui-ci, il y a une autre nouvelle qui s'appelle Le Phénix sur l'épée, qui sera en fait d'ailleurs la toute première aventure de Conan publiée dans la revue Weird Tales. Mais en fait, là, il s'agit d'une nouvelle qui à l'origine mettait en scène un autre personnage de Robert Howard, Kull, et que Howard a remanié pour faire de Conan le héros de cette histoire. Là, je feuillette comme ça vite fait l'édition Brajlon, illustrée par Mark Schultz, qui a quelques belles illustrations aussi à son sommaire. Et donc, du coup, on peut quand même considérer que La fille du géant du gel, c'est la première nouvelle de Conan, écrite par Howard. Et au départ, en fait, c'est un texte qui a eu une vie éditoriale pas particulièrement heureuse, puisque Farnsworth Wright, qui était le responsable éditorial de Weird Tales, il a refusé le texte. Howard va alors le proposer à d'autres revues, bon, alors en changeant le nom de Conan, mais il va pas réussir à la vendre. Et finalement, la toute première parution de ce texte, sous le titre Gods of the North, les dieux du Nord, ce sera dans une revue amateur, tiré à 60 exemplaires de Fantasy Fan en mars 1934. Et en fait, comme il n'avait pas réussi à la vendre, Howard il aura carrément fait cadeau du texte. Mais un petit peu moins de 40 ans plus tard, ce sera quand même une des premières nouvelles de Robert Howard, qui sera adaptée par Roy Thomas et Barry Windsor Smith dans Savage Tales numéro 1, en 1971, et qui sera ensuite reprise en couleur l'année suivante dans Conan the Barbarian numéro 16. Et puis, il y a eu d'autres adaptations de cette nouvelle depuis, et en particulier le deuxième numéro de Conan, la série de Kurt Busiek et Cary Nord en 2004 chez Dark Horse, avec là aussi quand même une très belle prestation de Cary Nord. Et puis, de ce côté-ci de l'Atlantique, on a aussi eu droit à une adaptation en 2018, écrite et dessinée par Robin Recht, dans le cadre en fait de la série Conan publiée chez Glénat. Alors ici, on va dire que c'est une assez libre adaptation du texte original, qui en tout cas prend beaucoup plus de liberté que les adaptations précédentes, mais dont je conseille également la lecture.
Et puis donc, eh ben, on en arrive à cette nouvelle version par Jim Zub et Doug Braithwaite, et bah, une adaptation qui est quand même pas mal différente des adaptations précédentes. Alors déjà, eh ben, on a un récit en 4 épisodes, mais bah, l'adaptation de La fille du géant du gel proprement dite, en fait, elle est entièrement contenue dans le 3e épisode, et d'ailleurs on va directement aller sur cet épisode, c'est celui-ci, et donc, ouais, à côté de ça, en fait, Jim Zub, il a choisi de raconter ce que Conan a vécu avant et après sa rencontre avec la fille du géant du gel. Alors, pour situer un petit peu cette histoire, en fait, c'est une histoire qui se déroule quand Conan est encore très jeune. Disons que c'est un jeune adulte, mais bon... Après, on a quand même tendance à vieillir assez vite et assez prématurément dans cet univers, où on fait rarement de vieux os. Alors, la nouvelle de Howard, elle commence au moment où une bataille à laquelle Conan participe est sur le point de s'achever, et il reste plus sur le terrain que 2 survivants, Conan et un de ses adversaires. Et après avoir éliminé ce dernier adversaire, eh ben Conan va avoir une vision, celle d'une jeune femme incroyablement belle et quasiment nue, ce qui quand même dans le décor enneigé où l'action se situe, ça peut surprendre un petit peu. Et Conan, eh ben il va se mettre à suivre cette jeune femme, qui va le conduire en fait jusqu'au piège qu'elle lui a tendu, et où Conan va devoir affronter les frères de la demoiselle qui s'avèrent être des géants des glaces. Et bien, après ce combat, la jeune femme, elle va disparaître de manière, disons, surnaturelle, et Conan, lui, il va s'effondrer. Alors, il sera ensuite retrouvé par ses compagnons d'armes, qui vont lui sauver la vie, et ben, l'un d'entre eux va lui raconter avoir rencontré la même jeune femme des années plus tôt, lui aussi après une bataille au cours de laquelle il a été blessé. Et l'homme, en fait, apprend à Conan que, eh ben, ils ont tous les deux rencontré Atali, la fille d'Ymir, le géant du gel, qui apparaît sur les champs de bataille, mais uniquement à ceux qui sont au bord de la mort. Et eh ben, la nouvelle se termine sur cette révélation, et la nouvelle, elle laisse planer un doute sur l'existence réelle d'Atali. Est-ce qu'elle existe vraiment, ou bien est-ce qu'il s'agissait d'un simple délire, qui serait le résultat des blessures subies par Conan au cours de la bataille? Et en fait, eh ben, dans la version de Jim Zub, j'ai du mal aujourd'hui. Dans la version de Jim Zub, le doute, lui, il n'est pas vraiment permis, parce que Atali, elle existe bel et bien, et en fait, eh ben, toute cette histoire, elle est racontée de son point de vue, et c'est sa voix off qui vient régulièrement commenter l'action. Et surtout, en fait, Jim Zub, il va donner une lecture très différente des événements de cette histoire. Parce que, tel que Robert Howard la raconte, et tel qu'on la retrouve dans les adaptations précédentes dont j'ai parlé, Atali, elle utilise ses charmes pour attirer Conan dans un piège mortel, où il va se retrouver face à ses frères géants. Et ici, alors, je vais pas en dire beaucoup plus, histoire de pas trop spoiler non plus, mais clairement, cette version de l'histoire, elle raconte pas du tout la même chose. Et eh ben, je trouve que c'est un des éléments qui en font son intérêt. L'autre chose vraiment intéressante dans ce récit, c'est le rapport de Conan à la croyance, à la foi et au dieu. Alors, on le sait, Conan, il passe son temps à citer Crom, son dieu tutélaire. En gros, on y a droit à toutes les 3 phrases. Mais est-ce que ça fait vraiment de lui un croyant ? Disons que, bon, il a une relation assez distante avec la religion.
En gros, il accepte et il reconnaît l'existence de Chrome, mais bon, comme de toute façon, il voit Chrome comme un dieu qui souffre royalement de l'humanité et des malheurs qui peuvent l'accabler, bon bah finalement, ils s'entendent plutôt bien. Et ici, en fait, dans la première moitié du récit, eh ben, on voit un jeune Conan qui s'interroge sur l'existence des dieux et sur ses propres croyances, celles qu'on lui a inculquées depuis son plus jeune âge. Et à l'inverse, dans la dernière partie, eh ben, forcément, sa position, elle a évolué. Parce que, pour la première fois, avec Atali, il a été en présence d'un être surnaturel, et l'a même carrément touché, et ben, il a eu un aperçu d'un au-delà. Alors qui n'est pas forcément très accueillant, ni très attirant, mais dont ben, il a désormais la preuve qu'il existe. Et en gros, ce récit, ben, c'est Conan qui fait ses premiers pas dans un monde différent de celui qu'il a connu jusque-là, qui découvre ce monde, et ben, qui l'accepte pour ce qu'il est. C'est en gros c'est son côté pragmatique appliqué au surnaturel qui va quand même par la suite pas mal marquer toutes ses aventures. Et ben c'est le genre de choses qui fait que je continue de trouver le travail de Jim Zub sur la série vraiment très réussi et très intéressant, parce que voilà, on sent à chacun de ses récits que il n'est pas juste là pour accumuler les bastons sanglantes et les créatures monstrueuses. Même si, alors je vous rassure quand même, des bastons sanglantes et des créatures monstrueuses, c'est pas ce qui manque dans ces pages non plus. Mais eh ben on sent qu'il a une vision globale et une compréhension du personnage qui donne davantage d'épaisseur à ses histoires. Deux mots pour finir quand même sur les dessins de Doug Braithwaite. Alors, c'est toujours compliqué de passer après les épisodes de Roberto de la Torre, qui est vraiment juste incroyable sur cette série. Mais je trouve que ça reste quand même vraiment bien. Son côté réaliste appliqué à des situations très brutales, ça fait quand même son petit effet. Et pour moi, ça marche vraiment bien. Pour finir, en guise de bonus, on a 3 pages de variant covers, mais qui sont malheureusement réduites à des quarts de page pour gagner de la place. Conan le Barbare tome 4, une fois transi, est donc sorti chez Panini. 96 pages au format 17 par 26 cm, traduction de Corinne Davier, je crois que je l'ai déjà dit, et son prix est de 16 €. Dans les autres sorties de la semaine dont on va parler un petit peu, toujours chez Panini, on a 2 omnibus, et on va commencer par celui consacré aux épisodes d'Amazing Spider-Man par David Michelinie et Mark Bagley. Alors bon, en vrai au sommaire, il n'y a pas que du Amazing Spider-Man, et d'ailleurs il n'y a pas que du David Michelinie, et pas que du Mark Bagley non plus. Alors déjà, en fait, on a tous les annuals des différents titres Spider-Man de 1991 et 1992, avec tout un tas de scénaristes et d'artistes impliqués. Et ça doit quand même représenter, je pense, un bon tiers de cet omnibus. Pour la série Amazing Spider-Man proprement dite, on a les épisodes 351 à 375, qui sont majoritairement écrits, signés David Michelinie et Mark Bagley, mais pas que. Côté scénario, en fait, les épisodes 353 jusqu'au 358, ils sont écrits par Al Milgrom. Et puis au dessin, on a quelques fill-in par Chris Marinan et par Jerry Bingham. Alors, très franchement, c'est pas une période dont je suis particulièrement fan, mais je la trouve quand même davantage intéressante pour le travail de Mark Bagley que pour celui de Michelinie, qui commence là quand même à être un petit peu en bout de course sur cette série.
Bagley à l'époque, ça fait quoi, 3-4 ans qu'il bossait pour Marvel, mais on l'a vraiment découvert en 1990 avec le lancement de la série New Warriors, qui était écrite par Fabian Nicieza. Et d'ailleurs, quand il reprend le dessin d'Amazing Spider-Man, pendant presque un an, il va continuer de dessiner en parallèle New Warriors. Et sachant en plus que à certaines périodes, Amazing Spider-Man sortait toutes les 2 semaines, le type arrivait quand même à assurer une cadence de fou, et en plus tout en maintenant une bonne qualité des dessins. Côté scénario, là on a quand même un petit peu tous les travers de l'époque. Les premiers épisodes, notamment ceux écrits par Al Milgrom, on a une espèce de gros gloubi-boulga avec 3 douzaines de guests dans chaque épisode. On a les New Warriors, ça c'est plutôt pas mal pour assurer le passage en douceur de Mark Bagley d'une série vers l'autre. Mais on a aussi le Punisher, Darkhawk, et puis également Moon Knight. Et ça donne des épisodes qui sont très remuants, mais qui sont quand même, je trouve, un petit peu saoulants. Et puis après, je saute directement là, on a la naissance de Carnage. Youpi! Bon, alors, j'étais pas fan à l'époque, et on va dire que ça s'est pas arrangé depuis. Et puis, le dernier gros truc de ces épisodes, c'est le retour des parents de Peter Parker. Alors, sur le pourquoi du comment de tout ça, je vous laisse découvrir par vous-même. Alors de toute façon, cette intrigue, elle ne trouvera pas sa résolution dans cet omnibus. Il faudra attendre le prochain. À titre perso, cette période, en fait, c'est les premiers Amazing Spider-Man que j'ai achetés en VO à leur sortie. Alors bon, pas pendant très longtemps, peut-être pendant un petit peu plus de 6 mois. Et puis par la suite, j'en ai racheté. J'en ai revendu, mais vraiment, c'est pas une période à laquelle je suis très attaché. J'avais dit que je prendrais l'omnibus précédent, celui consacré aux épisodes dessinés par Erik Larsen, je l'ai toujours pas pris. Mais ça finira par arriver, alors que celui-ci, très franchement, je pense pas. L'autre omnibus de la semaine, le temps de ranger mes singles, c'est le premier volume des Micronautes, écrit par Bill Mantlo et dessiné par Michael Golden, Howard Chaykin et Pat Broderick, plus Steve Ditko pour les 2 annuals. Bon, les Micronautes, ça fait, depuis l'annonce que Marvel a récupéré les droits de la série, que je me dis que il faut vraiment que je relise tout ça. Et toujours pas. Du coup, j'en garde quand même avant tout le souvenir d'avoir lu la VF au début des années 80, chez Haredi, et puis aussi quand même d'en avoir relu une partie quand j'ai récupéré la série en VO il y a une vingtaine d'années. Et ce que j'en garde en premier lieu, c'est quand même le travail de Michael Golden sur les 12 premiers numéros. Ça a vraiment été une grosse claque quand j'ai découvert son travail sur la série. Et ça reste pour moi un des grands artistes américains de cette époque. Mais bon, la suite est quand même pas mal non plus. On a les épisodes de Howard Chaykin. Alors en fait, Chaykin il signe seulement les layouts. C'est Al Milgrom qui fait
qui fait le gros du boulot, et assez clairement, ça ressemble quand même davantage à du Milgrom que à du Shaikin. Et puis ensuite, eh ben, on a Pat Broderick, et Pat Broderick, j'ai quand même tendance à penser que ces Micronauts, c'est à peu près ce qu'il a fait de mieux. Et notamment quand il est ancré par Armando Gil, et je trouve que les deux fonctionnent vraiment bien ensemble. Alors, côté scénario, je vous l'ai dit, j'ai pas lu ça depuis un paquet d'années. En refeuilletant rapidement comme ça m'a rappelé que la série interagissait quand même beaucoup avec le Marvel Universe. On a quand même pas mal de guests qui font une apparition le temps de 1 ou 2 épisodes. Ant-Man qu'on voit ici, on a les Fantastic Four, on a Man-Thing, on a Nick Fury et le Shield dans les derniers épisodes de ce premier volume de l'Omnibus. Et ben c'est aussi dans ces pages que Bill Mantlo va créer Captain Universe, qui est un personnage concept qu'on va retrouver par la suite à plusieurs reprises dans différentes séries Marvel. Alors si je vous le retrouve, c'est bien avant les Captain Universe, ça doit être dans le numéro 10, je l'ai pas préparé. Alors, où est-ce qu'il est-il, celui-ci ? Non, c'est même carrément avant, on le voit là en couverture du numéro 8. Donc c'était encore à l'époque dessiné par Michael Golden. Comparé à Rome, en fait, j'ai l'impression que dans Rome, Bill Mantlo, il pouvait davantage développer son histoire en marge de l'univers Marvel, avec juste de temps en temps tel ou tel personnage qui venait faire coucou, alors que chez les Micronauts, en fait, les interactions avec le Marvel Universe, elles sont nettement plus nombreuses. Mais voilà, je sais pas, là aussi, à voir et à confirmer à la relecture. Bon, alors, pour les vieux comme moi qui ont connu la première publication chez Haredi, on va retrouver dans cet omnibus l'intégralité des épisodes qui avaient été traduits à l'époque, et les seuls inédits dans ce premier volume, c'est les numéros 25 à 29, donc il y a seulement 5 numéros inédits, donc je préfère quand même vous prévenir là-dessus, et j'ai oublié de sortir le numéro 29, c'est pas grave. Mais par contre, du coup, voilà, la suite, ce sera du 100% inédit. Le seul truc qu'on peut regretter sur ces omnibus, c'est que Marvel n'a pas inclus la mini-série X-Men and the Micronauts de 1984, qui en France avait été publiée par Lug dans un récit complet Marvel. Là aussi, j'ai pas pensé à le sortir. Et vraiment, en fait, je sais pas du tout pourquoi elle n'a pas été reprise dans ces omnibus. Si vous avez l'info, ça m'intéresse. Pendant que je range les autres sorties de la semaine très vite, alors chez Panini toujours, on a l'intégrale Conan 1984 par Michael Fleischer et John Buscema. En revanche, le 5e omnibus Savage Sword of Conan, qui était initialement prévu cette semaine, lui, il a été reporté au mois prochain. La nouvelle date annoncée, c'est le 9 avril. Sorti également du tome 3 de Incredible Hulk de Philip Kennedy Johnson et Nick Klein, avec seulement 3 numéros de la série régulière au sommaire, plus un one-shot, plus un tie-in à Blood Hunt. Et puis, on a 2 titres 100% Star Wars, La Haute République Phase 3, tome 2, ainsi que le one-shot Jango Fett par Ethan Sachs et Luke Ross. Et pour finir, chez iComics, le tome 4 des Tortues Ninja Reborn, par Sophie Campbell, Nelson Daniel et Jody Nishijima. Avant de terminer, quand même, la réponse à notre grand jeu concours qui veut gagner de rien du tout, en fait. C'est juste pour le sport. La photo de Brinke Stevens, qui a servi de modèle à une couverture. Je remontre une dernière fois
la photo, et ben, je vous montre la bonne réponse. C'était Faust, Love of the Damned, le numéro 2, de David Quinn, et ben quand même surtout de l'incroyable Tim Vigil au dessin. Alors, bravo à Eric Esculier et à Monsieur Franck qui ont trouvé la bonne réponse, et qui donc gagnent chacun que dalle, mais bravo quand même. Là, alors, je vous présente, c'est l'intégrale Faust, qui est sorti en 2023, qui est enfin sorti, je devrais dire. J'avoue que je désespérais d'avoir la série complète un jour. J'ai jamais réussi à la compléter en single, et en particulier, j'avais raté les 2 derniers numéros qui étaient parus en 2012, mais dans un tirage qui était absolument ridicule. Et on a donc eu en 2023 cette édition ultime. Il faudra que je vous en parle un jour, mais ça va pas être simple, parce que une bonne partie de la série est juste absolument pas montrable sur YouTube. C'est un mélange d'ultra sexe et d'ultra violence. C'est vraiment pas conseillé à tout le monde, mais graphiquement c'est une dinguerie absolument incroyable. Mais bon, pas aujourd'hui. La suite, alors quelques annonces pour les prochains jours. Sur la chaîne, il y aura une vidéo consacrée au premier volume de Spider-Girl en Epic Collection. Vu que Panini vient de sortir la première intégrale, c'était le moment d'en parler. Alors la vidéo, j'avais prévu de la diffuser cette semaine, mais elle a été plus longue à préparer que prévu. Et d'ailleurs, elle va être assez longue tout court. Donc ce sera dans le courant de la semaine. Et puis aussi, la vidéo des sorties Panini du mois d'avril. On aura donc une vidéo mardi et une autre jeudi, si tout va bien. J'ai pas encore décidé dans quel ordre. Et puis, samedi prochain, donc le 29, je serai sur la chaîne de Mindphobia, l'excellente chaîne de l'excellent Mindphobia, pour un live avec plein de gens très bien aussi. Je vous dis pas qui, des fois que ça a échangé depuis la dernière fois, on sait jamais. Et donc un live où, si j'ai bien compris, on va débattre des habitudes de lecture et de consommation des fans de comics depuis le Mésozoïque. Et donc, visiblement, ils avaient besoin d'un vieux dinosaure pour témoigner de cette époque. Alors, je tâcherai de faire un post dans la semaine pour rameuter les foules, mais normalement, ça devrait débuter samedi vers 21h. Alors, avec Mindphobia, on sait jamais quand ça finit, mais j'espère quand même qu'il va pas faire une émission de 6h52. C'est quand même plus de mon âge, ces choses-là, ma bonne dame. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Rendez-vous très vite pour la suite. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi retrouver les lectures de Quack Kent et de Bad Quack sur Instagram et avoir ainsi un aperçu du thème des prochaines vidéos. Et vous pouvez surtout lire des comics. Soyez sages et à bientôt.